Chapitre 1. Déas. Le vent du nord hurlait sans relâche, s'engouffrant dans les rues étroites du village d'Arc, faisant vaciller les lanternes qui fournissaient l'unique et maigre éclairage. De lourds nuages noirs obscurcissaient le soleil, en cet après-midi d'hiver. Une pluie battante fouettait les pavés. Les fenêtres des maisons étaient soigneusement barricadées, sans exception. Les usines qui s'élevaient en périphérie de la bourgade étaient à l'arrêt. Des chariots, emplis de métal laissés devant leurs portes, à croire que l'activité s'était interrompue brutalement, en pleine journée. Nulle vie ne semblait animer l'endroit, comme abandonné à la fureur des éléments. Soudain, un homme à cheval sortit de l'ombre du bois voisin et se dirigea vers le village, luttant contre la tempête. Il se hâta vers le centre de la petite cité. En chemin, il remarqua quelques armes abandonnées au sol. Un vélo couché à terre, à la roue avant tordue, une botte orpheline au milieu de la rue. Il fit avancer sa monture pour y jeter un coup d'œil, et grimaça en constatant que le pied de son propriétaire se trouvait toujours dedans. Sans plus s'attarder, il reprit sa route jusqu'au temple du village, une belle bâtisse de granit rose qui s'élevait sur la grande place. Il sauta à terre, noua les rênes de son cheval à un anneau et s'approcha du porche. La lourde porte de chêne était close. Il frappa quelques coups vigoureux et attendit. À l'intérieur, quelques cris d'angoisse retentirent, mais nul ne vint lui ouvrir. Soupirant, il récidiva. Après un long moment, le Judas s'entrebâilla et un œil exorbité vint s'y coller. L'homme porta la main à la poche détrempée de son manteau noir et en sortit un insigne argenté qu'il brandit devant le battant. La porte s'ouvrit alors et il s'introduit à l'intérieur. Une fois à l'abri, il s'ébroua, repoussa sa capuche dégoulinante et parcourut la salle du regard. Une centaine de personnes, du nouveau-né à l'ancêtre, se tenaient là, tassées les unes contre les autres. La terreur se peignait sur les visages, se mêlant de surprise, voire de déception, à la vue du nouvel arrivant. Il n'en fut pas étonné. Ces hommes et ces femmes attendaient un puissant Draoi, magicien au pouvoir réputé hors du commun, et lui n'avait que l'apparence d'un homme entre deux âges, de carrure modeste. Seuls ses yeux, d'un bleu saisissant, lui conféraient une prestance particulière. Pour le reste, il était somme toute assez banal. De longs cheveux poivre et sel, légèrement dégarnis, lâchement ramenés en arrière par un catagan. Un visage mangé par une barbe de quelques jours, marqué par les premières rides de l'âge. Il n'était ni très grand, ni très fort. Le corps d'un homme qui vit au grand air par tous les temps, mais sans se mêler aux travaux de la terre, comme le commun des mortels. Comme le silence s'éternisait, que la foule restait immobile, inquiète, il prit l'initiative d'ôter son lourd manteau, de s'avancer vers l'amoncellement de chandelles allumées au centre de la pièce. Dans les campagnes, l'électricité était encore réservée aux tâches essentielles, aux usines et habitants les plus aisés. Il réchauffa ses mains auprès des flammes. Un maigre réconfort, tant il se sentait transi jusqu'aux os. Finalement, il se retourna, se racla la gorge et prit la parole d'une voix forte. « Je me nomme Yann Blaise. Je suis le Drao envoyé par les Échevins de Byrioc. Qui vous représente ?» Les regards se tournèrent vers l'homme, qui lui avait ouvert la porte, et qui s'y tenait toujours adossé, visiblement paniqué de se trouver désigné. « L'échevin d'Arc est mort. Drao, je suis seulement son bras droit. Bodvael, pour vous servir. » Félicitations pour cette promotion. Racontez-moi tout. Le dénommé Bodvael entama alors son récit d'une voix tremblante. Tout a commencé hier, aux alentours de midi. Une étrange lumière est apparue sur le cap, à quelques centaines de pas du village. Quelques ouvriers des chantiers navals ont quitté leur poste pour s'approcher, poussés par la curiosité. Mais aucun n'est revenu. Nous avons entendu des hurlements à vous glacer le sang. Nous sommes rassemblés sur la grande place. Nous hésitions sur la conduite à tenir. Finalement, nous avons décidé d'envoyer une messagère à la ville pour alerter les autorités. Nous n'avons pas encore de téléphone à Arc. Il s'interrompit, l'air au bord des larmes. Comme Yann l'encourageait d'un signe de tête impatient, il se reprit. Le soir venu, une créature est arrivée du cap. Un monstre hideux, haut comme deux hommes, aux crocs et aux griffes acérées, tenant de l'ours aussi bien que du loup. Il a foncé sur la foule. Nous avons tenté de le repousser, bien sûr. Comment ? Bodvael tout sauta. Je dois avouer que je ne sais pas. En ce qui me concerne, je me suis chargé d'assurer la sécurité des villageois, en les faisant entrer dans le temple. Dis plutôt que tu as filé t'y barricader, et qu'il a fallu nos menaces de défoncer la porte, pour que tu consentes à nous ouvrir. Lança une voix de femme indignée dans l'assemblée. Bodvael rougit violemment. L'ignorant, il poursuivit à l'intention de Yann. Toujours est-il qu'aucun ne semble avoir survécu. Nous avons vu par les fenêtres le monstre repartir vers le cap, emportant avec lui des corps déchiquetés. Nous sommes restés enfermés ici depuis. Il marqua un silence, avant d'achever la voix la plus blanche que jamais. Il est revenu tôt ce matin.
Il a rôdé autour du temple, grogné, mais il n'a pas tenté d'entrer. Les dieux nous protègent. Ignorant les lamentations de l'homme, Yann sortit sa montre. Il restait encore quelques heures de jour, si tant est que l'on puisse parler de jour avec la tempête qui obscurcissait le ciel. Il renfila sans regret son manteau humide et écarta Bodvael de la porte. Restez à l'abri. Que ferons-nous si vous ne revenez pas? Yann sourit. Fuyez. Bien sûr, en tant que nouveau responsable du village, je ne doute pas que vous vous sacrifieriez si besoin pour protéger la fuite de vos compagnons. Il sortit, laissant claquer la porte derrière lui. Il hésita à se remettre en selle en arrivant devant sa monture, se contenta finalement d'attraper son épée bâtarde et de la passer à sa ceinture. Une telle arme pouvait sembler démodée. Il y avait bien longtemps que les fusils et autres armes à feu l'avaient détrônée au sein de l'armée et même chez les civils, mais les Draoi n'étaient pas le commun des mortels. Il partit à pied en direction de l'étrange lueur. La pluie lui cingla le visage tandis qu'il se dirigeait vers le cap. Il longea de vastes entrepôts déserts, puis la route se rétrécit jusqu'à devenir un chemin escarpé, montant du village, slalomant entre les pins. Après quelques minutes de marche, il déboucha sur un à plat dominant la mer. Yann entreprit d'examiner les lieux. À l'extrémité du cap, une boule de lumière verdâtre flottait, semblant palpiter doucement. Quand il s'en approcha, elle l'enfla progressivement. Prudent, il s'arrêta à quelques mètres de l'étrange phénomène. Au cours de ses longues années en tant que Draoi, il avait maintes fois eu affaire à ce genre de portail. Les créatures qui en sortaient n'étaient généralement pas bien dangereuses. Un sorcier de seconde zone pouvait s'en débarrasser sans peine. Néanmoins, celui-ci était d'une taille particulièrement impressionnante. Un grognement sourd derrière lui l'arracha à ses réflexions. Il se retourna lentement. La créature se tenait face à lui, fidèle à la description de Bodvael. Du sang maculait son visage gris sale. Sa silhouette générale évoquait en effet un ours, mais plus haut sur ses pattes. Il était doté d'une longue queue touffue qui balayait nerveusement le sol, comme s'il se préparait à bondir. Ses babines retroussées dévoilaient des crocs jaunâtres d'une longueur peu commune. Yann dégaina lentement son épée, sans lâcher la créature du regard. Les deux adversaires se jaugèrent. Yann fit glisser sa main droite contre le tranchant de sa lame. L'habituelle douleur le fit tressaillir, tandis que le métal se teintait de rouge. L'odeur du sang sembla énerver davantage la bête, dont le grognement s'intensifia. Soudain, elle bondit en avant, avec une vivacité surprenante pour sa corpulence. Tout aussi rapide, Yann para. Les griffes de l'animal heurtèrent l'épée, et les deux adversaires chutèrent. L'herbe détrempée amortit le choc, mais Yann eut tout de même le souffle coupé par le poids de la bête, qui se tenait maintenant au-dessus de lui, ses crocs scintants de bave, claquant à quelques centimètres de son visage. Ten! À son cri, la lame de l'épée s'embrasa, et la créature se jeta en arrière, en glapissant de douleur. Yann en profita pour se remettre sur pied. Il sourit en voyant la bête reculer, désormais méfiante, sans la quitter des yeux. Il se décala de quelques pas, et posa sa main blessée sur un gros bloc de granit. Il murmura « Bêta ». Il y eut un craquement sourd. Quelques instants plus tard, la créature hurla. Du sol avait jailli une main de pierre qui lui broyait une patte avant. Sans perdre de temps, Yann bondit en avant et fendit l'air d'un grand coup d'épée. La tête du monstre roula à terre. Satisfait, Yann rengaina son arme. Il s'accroupit pour observer de plus près la tête tranchée. Alors seulement, il comprit son erreur, quand un bruit se fit entendre derrière lui. Sans réfléchir, il se jeta sur le côté, juste à temps pour éviter la seconde créature, qui venait de jaillir du portail. Plus petite que la précédente, elle ne représentait pas moins un danger mortel. Se maudissant pour imprudence, Yann porta la main gauche à son fourreau. Trop tard. Déjà le monstre était sur lui. Il n'eut que le temps de tendre sa main droite en avant et de hurler « John !» Les mâchoires se refermèrent sur sa main blessée, sans parvenir à l'entamer. Yann mobilisa toute sa force pour maintenir son sort de protection actif. Dans le même temps, il dégagea son épée. Cette action lui coûta une seconde de concentration. Il cria de douleur lorsque les crocs s'enfoncèrent dans sa chair. Bien que ralentis par la magie, ils entamèrent profondément sa main. Avec l'énergie du désespoir, il estocka son adversaire, le transperçant de sa lame. La pression sur sa main se relâcha et le monstre s'effondra. « Stead » murmura Yann. Le soulagement déferla en lui dès qu'il eut prononcé ce mot. Pantelant, il s'appuya contre un gros rocher, le temps de reprendre son souffle. À quelques pas de lui, la seconde créature se désagrégeait déjà. Quelques secondes plus tard, il n'en restait que des cendres, que Yann éparpilla d'un coup de talon rageur. Il se hâta ensuite de retourner auprès du portail. L'urgence était maintenant de le refermer, avant qu'un autre visiteur n'en sorte. Pour ce faire, il tira de sa poche une petite fiole dorée. Elle contenait une potion fournie par Averic, son supérieur, qui gardait soigneusement le secret de sa préparation. Yann en connaissait un seul composant, un peu de son propre sang,
qui augmentait les effets de toute potion. Rapidement, il jeta la fiole droit sur le portail et recula vivement. Au contact, le verre explosa et dans un grand bruit, la sphère verte sembla se contracter avant de disparaître dans un éclair. Malgré la pluie, la végétation sous le portail s'embrasa sous l'effet de la chaleur. Yann piétina les flammes jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres sur le sol noirci. Le portail une fois refermé, il sortit un bandage de sa poche, comprima au mieux sa plaie, bien conscient que des soins plus sérieux seraient rapidement nécessaires. Puis il resta un moment immobile. Face à la mer, la nuit tombait. Pensif, Yann fixa les flots noirs qui s'étendaient devant lui. Au loin, une lueur bleutée brillait. Un autre portail. Il tourna les talons et redescendit vers le village. En arrivant au temple, il n'eut pas la patience d'attendre qu'on vienne lui ouvrir la porte. Profitant du sang qu'il perlait encore sur ses doigts, il appliqua sa main sur le battant tout en murmurant. La porte s'ouvrit alors à la volée, déclenchant des cris affolés à l'intérieur. Cependant, dès que Yann pénétra dans le temple, le silence se fit. Le monstre est mort, déclara-t-il, et le portail est refermé. Il parcourut l'assistance du regard. Le soulagement se peignait sur tous les visages. La prochaine fois qu'une lumière brillera ainsi, au lieu d'envoyer les vôtres vers une mort certaine, prévenez les autorités. Immédiatement. Sans attendre de réaction, il fit demi-tour et quitta les lieux. La nuit était déjà bien entamée lorsqu'il arriva à Biriok. La ville était typique de la côte nord du comté de Kabilan. Des maisons de pierre, trapues, plutôt cossues, alignées le long de rues tracées bien droites, très artificielles. La région avait subi de plein fouet la guerre, un siècle auparavant, et toute la vieille ville avait été détruite. On avait rebâti, amélioré, et Biriok avait bénéficié de tous les aménagements modernes. La plupart des habitants avaient accès à l'eau courante, directement chez eux. Les rues étaient éclairées par des lampadaires électriques, une grande nouveauté. On avait même construit une ligne téléphonique, une première dans la région. Bien sûr, seuls les joints de la ville et quelques notables en bénéficiaient pour le moment, mais tous les habitants s'enorgueillissaient de ce progrès. La règle aurait voulu qu'il se rende directement à la demeure d'Avrik, son supérieur, pour effectuer son rapport, mais l'obéissance n'avait jamais été dans sa nature. Il gagna donc la guilde des Draoi. À cette heure tardive, les rues étaient peu animées. Les rares badauds qu'il croisa s'écartaient respectueusement sur son passage à la vue de sa tenue de Draoi. Respect ou crainte, songea Yann amer. Les magiciens avaient la réputation d'être à la fois protecteurs des faibles et dans le même temps capables de se montrer impitoyables lorsque la situation l'exigeait. Monstres pour les uns, héros pour les autres, et le plus souvent, les deux à la fois. Il arriva enfin à sa destination, une haute bâtisse de granit au fronton savamment sculpté. Un signe discret était gravé sur la lourde porte d'entrée, un chromosome brisé enfermé dans une goutte, le symbole des Draoi, de leur malédiction. En dehors de cette marque, rien n'indiquait que cette maison hébergeait de puissants magiciens. Lorsqu'il poussa la porte de la grande salle, un bon feu crépitait dans la vaste cheminée, diffusant une douce chaleur. Il ôta son manteau trempé et se laissa tomber dans un fauteuil, avançant les mains pour les réchauffer. Avrik était à ta recherche. Yann grogna, exaspéré. Avrik attendra demain. La journée a été longue. Son interlocuteur vint s'asseoir près de lui. Grand, mince, des cheveux châtains en broussailles, il avait quelques années de moins de Yann, et surtout, les traits moins marqués par la vie. Delen est passé également. Lorsqu'il prononça ces mots, un fin sourire s'étira sur son visage. Yann s'absorba dans la contemplation des flammes, en silence. Elle aussi attendait ton retour avec impatience. Je suis ravi de toute cette attention, vraiment. À ton avis, qui dois-je honorer en priorité de ma visite? Je suis heureux de ne pas avoir à faire ce choix. La compagnie de Delen est sans nul doute plus agréable. Mais elle semblait dans le même temps bien mal disposée à ton encontre. À se demander ce que tu lui as fait. Il est possible que je ne sois pas venu à notre rendez-vous hier. Et que j'ai omis de l'en informer. Tu risques de le payer cher. Je te conseille donc plutôt d'aller voir Avrik. Et d'ailleurs, cette mission, qu'a-t-elle donné? Yann haussa les épaules. La routine. Du moins, ça l'aurait été si les villageois nous avaient prévenus dès l'apparition du portail. À croire que toute la propagande menée par les gens ne sert à rien. Ces idiots préféreront toujours aller voir par eux-mêmes avant de venir pleurer une fois une partie d'entre eux dévorée. Pour leur défense, les portails étaient rares dans la région, jusqu'à récemment. Certes, pourtant les gens parlent. Les voyageurs colportent des rumeurs de villages ravagés un peu partout alentour. On pourrait penser que ça servirait de leçon. Ceux que tu as sauvés ce soir se chargeront désormais de répondre la nouvelle. Venant de locaux, la rumeur sera prise au sérieux. Sans doute. Tout de même, je ne m'attendais pas à cela lorsqu'on nous a transférés ici. Sans vouloir te vexer, cette région est remplie d'arriérés. Mazev haussa les épaules.
Tant que tu ne m'inclus pas dedans. Mais il faut les comprendre, Yann. Bien sûr, à la capitale, tu as été habitué à être admiré de par tes talents de Drao. Vous êtes connu là-bas. Bien soigné, bien organisé, et de ce fait, puissant et utile. Ici, les potions de Facten n'existaient pas avant que tu débarques avec Avrik. Réalises-tu qu'avant votre arrivée, je n'avais jamais osé utiliser ma magie, de peur de me blesser trop gravement pour m'en remettre? Que j'étais contraint d'empêcher mon fils de sortir de se mesurer au monde, tant je craignais pour sa vie? Et pourtant nous faisons partie des privilégiés, peu puissants, mais en contrepartie moins sensibles à la maladie. Forcément, quand les seuls Drao de la région se cachent, comment veux-tu que la population ait confiance? Je le sais bien. J'ai conscience de la chance que j'ai eue de ne pas grandir ici. Mais plus le temps passe, plus je crains d'échouer dans ma mission. Déjà 6 mois que je suis ici et rien ne change. J'ai l'impression de parler à des murs à chaque fois que je me déplace dans un village. Et je ne peux pas compter sur la diversité des tâches pour compenser. À chaque fois, c'est la même histoire. Un portail s'ouvre, des gens meurent de nous avoir avertis trop tard, je règle le problème, je repars, et le lendemain, ça recommence à quelques kilomètres de là. Au moins tu ne seras jamais au chômage. Réjouis-toi. Il s'interrompit en voyant la main de Yann, dont le bandage était totalement imprégné de sang, reprit d'un ton plus sévère, teinté d'inquiétude. Sérieusement, Yann, va voir Avrik. Tu ne peux pas rester dans cet état. Yann leva les yeux au ciel, mais il devait bien admettre que la plaie le lançait sévèrement. Se rendant à la raison, il se releva d'un air exagérément agacé. Tu es une vraie mère pour moi, Mazev. Oh non. Je me soucie simplement de mes propres intérêts. Je ne tiens pas à reporter cette air seul, juste à cause de ton manque d'empressement à te faire soigner. Yann quitta à regret la demeure des Draoi pour se diriger vers le centre de la cité. Tout en marchant dans la grande artère, maintenant déserte, il repensa aux paroles de Mazev, d'Hélène. Leur dernière rencontre avait été à la fois intense et douloureuse. La jeune femme était son point faible et le savait pertinemment. Ses pensées dérivèrent vers leur première rencontre. À l'époque, il était encore un jeune Drao inexpérimenté, un peu trop confiant en ses capacités. Il s'était lancé dans une mission à haut risque, contre la volonté d'Avrik, qui lui avait ordonné d'attendre des renforts. Son imprudence avait failli lui coûter la vie. Heureusement, les 10 renforts étaient arrivés juste à temps pour le tirer d'affaire. L'apparence d'une jeune femme adroite et déterminée. Elle avait sauvé Yann. Ce soir-là, ils étaient restés campés ensemble, avant de reprendre la route de la capitale. Il était tombé éperdument amoureux. Un coup de foudre inattendu, partagé. Ils s'étaient aimés cette nuit-là, pour la première fois. Cela aurait pu signer le début d'une belle histoire, mais ses espoirs avaient vite été réduits en poussière. L'attirance était réciproque, mais Hélène était déjà engagée ailleurs. Ce n'était pas un problème ni pour elle ni pour son époux, tous deux considérant que l'être humain n'était pas fait pour l'exclusivité. Mais Yann ne pouvait se résoudre à partager. Depuis, ils se croisaient régulièrement, profitaient d'une nuit d'amour, d'un bref instant de tendresse. Parfois, Yann tentait de la persuader de se lier à lui. Souvent, c'était elle qui essayait de le convaincre des avantages que présentait son mode de vie. Leur rencontre s'achevait toujours de façon douce amère, avec des regrets pour tous les deux. Bien qu'au service d'Avrik, comme lui, elle ne restait malheureusement guère dans la région. Ses obligations la menaient aux 4 coins du royaume, parfois même au-delà des frontières. Les occasions de se voir se faisaient plus rares et plus douloureuses. Il pénétra finalement dans la cour de la maison d'Avrik, une belle demeure bourgeoise, située dans le plus élégant quartier de Biriok. Il fut surpris de voir la lumière filtrée par plusieurs fenêtres du rez-de-chaussée, malgré l'heure tardive. Avrik officiait comme médecin, choisissant soigneusement sa patientèle parmi les notables de la région, et ils étaient peu nombreux, et encore moins le solliciter à une heure aussi indue. Quand il sonna à la porte d'entrée, un majordome vint rapidement lui ouvrir, et l'introduisit dans une antichambre, non sans un regard réprobateur à sa tenue. Il s'éclipsa dans la pièce voisine, et Yann l'entendit échanger quelques mots avec Avrik. L'instant d'après, il revint, fit signe à Yann de passer dans le salon. La pièce spacieuse et meublée avec goût était éclairée par la lueur mouvante d'un bon feu de cheminée. Assis dans un vaste fauteuil, un verre d'alcool fin à la main, Avrik était plongé dans une grande conversation avec 3 hommes. L'un d'eux, un peu en retrait, était inconnu de Yann. Les 2 autres, en revanche, étaient des visages familiers. Maol Ryondou, les chemins de Biriok, à qui il devait leur venue dans la région, et Yevs Duzan, un riche armateur dont les entrepôts étaient localisés près du village d'Ark, d'où revenait Yann. À la vue du Drao, il se leva précipitamment, interrogateur. Yann le rassura d'un geste. Le problème est réglé. Les pertes sont-elles importantes? Plusieurs victimes sont à déplorer, malheureusement. Cependant, la plupart des villageois ont eu le bon sens de se mettre à l'abri dès l'apparition du portail. Et les bâtiments? Ont-ils souffert de l'attaque? Rien de notable, répondit Yann,
non sans un certain agacement en le voyant plus préoccupé de son matériel que de ses employés. Le gros homme se rassit lourdement, l'air profondément soulagé. À côté de lui, Avrik leva légèrement son verre en direction de Yann, un sourire satisfait aux lèvres, puis il prit la parole. Mes amis, ainsi que je vous l'avais garanti, aucun monstre ne peut résister à Yann Blaze. Yevduzan leva à son tour son verre. C'est fort heureux. En ces temps difficiles, nous ne pouvons pas nous permettre de ralentir notre production. Le roi attend notre prochaine livraison avec impatience. Yevduzan était chargé de l'un des plus gros chantiers navals de la région, fournissant des bateaux pour la guerre acharnée que se livraient Déas, le royaume, et le Tsar Tevo voisin. Bien que n'appréciant pas l'homme, Yann était curieux de ses travaux. Il se murmurait qu'il travaillait actuellement à la construction d'un immense navire, capable d'embarquer sur son pont des prototypes d'avions, lequel pourrait décoller depuis la mer. Un avantage certain sur l'ennemi. Après quelques échanges polis, les deux hommes prirent congé, saluant brièvement Yann. Celui-ci resta debout, silencieux. L'épuisement le gagnait peu à peu, et il ne rêvait plus que des soins que pourrait lui prodiguer Avrik. Il ne resta plus dans la pièce que Yann, Avrik et le troisième homme. Il l'examina discrètement, constatant que l'autre ne faisait pas le moindre effort pour dissimuler son intérêt. Son regard restait braqué sur le Drao, le détaillant des pieds à la tête. Yann nota ses pupilles grises, de cette même couleur particulière qu'Avrik. Leur hôte raccompagna ses visiteurs jusqu'à la porte du salon, puis tendit un verre à Yann et l'invita à trinquer. Declan est un collègue venu de l'Est. Declan, je n'ai pas à vous vanter les mérites de Yann. Vous avez eu à l'instant un aperçu de ses capacités à régler certains problèmes. Declan inclina la tête en direction de Yann, le regard toujours aussi pénétrant. Je regrette de n'avoir pas plus de temps à passer ici. J'aurais aimé en apprendre plus sur l'usage que vous faites de cette magie. Mais d'autres obligations m'appellent. Il se tourna vers Avrik. Dommage que tu ne puisses te joindre à nous, Avrik. Braun aurait été ravi de te voir depuis toutes ces années. Il m'est difficile de m'absenter actuellement. Mais je ne doute pas que nous aurons l'occasion de nous revoir rapidement. Je suis curieux de rencontrer la promise de Braun, si elle est aussi exceptionnelle qu'il nous l'a décrite. Il s'interrompit, jeta un regard à Yann. À bientôt, Declan. Ce dernier quitta la pièce à son tour, et Yann se trouva seul avec Avrik. Celui-ci soupira et retourna s'asseoir, l'air soudainement las et préoccupé. Il invita Yann à prendre place dans un fauteuil face à lui. Même après des années à le côtoyer, Avrik restait un mystère pour Yann. Le Draoï était encore un enfant lorsqu'Avrik était venu le chercher à l'orphelinat d'Aveni, une ville de la côte Est, l'arrachant à une vie de misère. Il l'avait conduit à la capitale, nourri, logé. Surtout, il l'avait formé, avec d'autres jeunes Draoï venus de tout le royaume, faisant de lui le puissant magicien qu'il n'aurait jamais pu devenir autrement. Malgré tout, Yann le considérait toujours avec méfiance. Avrik ne s'en était jamais caché. Ses bontés à l'égard du Draoï n'étaient pas désintéressées. Comme les autres, Yann était à son service, envoyé dans différentes missions, comme ici à Biriok. Bien sûr, il aurait pu refuser, s'enfuir, mais Avrik avait un argument de poids. Lui seul connaissait le secret de la potion de Facté, ce précieux remède, seul à pouvoir combattre la maladie dont souffraient les Draoï. Bien. Raconte-moi en détail ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Yann lui conta sa mission, les deux créatures, la taille anormalement importante du portail. Avrik l'écouta en silence, sans l'interrompre, mais son visage s'assombrissait au fur et à mesure. Lorsque Yann se tut, il resta un moment perdu dans ses pensées. Il est grand temps que les autres Draoï soient opérationnels. Les portails se multiplient, et tu ne seras bientôt plus de taille à tous les refermer. Mazav est prometteur, mais ce n'est pas suffisant. Je serai plus efficace, et Mazav également, si nous savions ce que nous combattons. Vous en savez plus que vous ne voulez bien nous l'avouer, Avrik. Sur les portails et sur les créatures qui en sortent. Avrik lui jeta un coup d'œil agacé. Cette conversation était récurrente. Depuis leur installation à Biriok, très vite, Yann s'était douté qu'Avrik disposait d'informations sur les portails et ceux qui en sortaient, sans accepter de les partager. Tu sais tout ce qui t'est nécessaire pour lutter contre elle, Yann. Et je n'ai pas l'intention de perdre mon temps ce soir à discuter de ce sujet avec toi. Il posa les yeux sur le bras blessé de Yann, s'adoucit légèrement. Il alla chercher une petite fiole dans un buffet. Prends ça. Je t'en ferai porter d'autres demain. Il tendit le flacon à Yann. Celui-ci s'en saisit, remercia Avrik et sortit de sa besace son matériel de soins. Depuis des années, il avait pris l'habitude de ne jamais se séparer de nécessaire pour se traiter. Un garrot, quelques aiguilles, une petite fiole de désinfectant. Il transféra le produit dans une seringue, nettoya rapidement le pli de son coude intact, connecta la seringue de Facté à l'aiguille et piqua sa veine avec l'assurance que procure l'habitude.
il injecta lentement le factet sous le regard attentif d'Averick. Une fois l'opération achevée, il s'enfonça profondément dans son fauteuil, soulagé, même s'il fallait un peu de temps au produit pour agir. L'effet psychologique était immédiat. Cette potion lui était indispensable. Si les Draoi étaient connus pour leur magie, ses capacités extraordinaires s'accompagnaient d'une lourde contrepartie, l'hémophilie. Bien que de nombreuses recherches aient été menées, nul n'avait jamais réussi à trouver un remède, et pour tous les Draoi, la vie était difficile. Le moindre choc pouvait entraîner une blessure sérieuse. Nombre d'entre eux se retrouvaient rapidement handicapés, et leur espérance de vie ne dépassait pas la 30aine d'années. Pour cette raison, leur magie n'avait jamais été correctement exploitée. Que faire de magiciens si fragiles sur un champ de bataille? Sans compter qu'ils mouraient souvent avant d'avoir pu maîtriser leurs capacités. La plupart étaient traqués par des marchands d'hommes, qui leur volaient leur sang pour tenter d'en extraire la magie, de l'utiliser dans des potions. Les familles d'hémophiles cachaient leurs enfants quand elles en avaient les moyens, mais lorsqu'un Draoi naissait pauvre, la tentation était forte de s'en débarrasser pour quelques pièces d'or. Du moins, c'était le cas avant qu'Averick ne se présente à la cour du duc de Doxar, fils aîné du roi de Déas. Médecin inconnu jusqu'alors, il s'était proposé pour soigner l'enfant hémophile du seigneur, et à la surprise de tous, il avait réussi, gagnant par la même notoriété, richesse et pouvoir. Depuis, il sauvait de jeunes Draoi comme Yann, leur fournissait la potion qui, pour quelques heures, quelques jours, leur permettait d'avoir une vie ordinaire. Vivre, mais servir, tel était le marché qu'il proposait. En quelques jours de repos, les portails attendront. Soulagé, Yann se leva, remercia Averick. D'un pas là, il quitta le manoir et regagna la demeure des Draoi. Abattu de fatigue, il se laissa tomber sur son lit et sombra dans un sommeil sans rêve.